Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, bienvenue ce soir. Un café l'audition, une émission présentée par l'association Evaleco. Et ce soir, on aimerait vous parler alimentation durable. Alors déjà, pour vous présenter un petit peu autour de cette table, donc je vous présente Isabelle. Bonsoir. Ophélie. Salut. Quentin. Bonsoir. Bilal. Bonsoir. Emilio. Bonsoir. Adrien. Bonsoir. Et Clémence. Bonsoir. Et Anne-Cécile qui va remplacer ce soir nos célèbres animateurs qui n'ont pas pu venir ce soir et qu'on embrasse. Donc on parle d'alimentation durable aujourd'hui. Déjà peut-être commencer par définir ce terme et je vais me baser sur une définition du FAO, Food and Agriculture Organization, en 2010, qui dit qu'une alimentation durable protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible économiquement, loyale et réaliste, sûre, nutritionnellement adéquate et bonne pour la santé, optimise l'usage des ressources naturelles et humaines. Alors ça fait une sacrée définition quand même, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en termes d'alimentation durable, on va se rendre compte qu'il y a 3 approches qu'on va essayer de définir un petit peu. On va avoir une petite discussion pendant cette émission autour de ces 3 approches. Mais déjà, Adrien, c'est pas la première fois qu'on parle d'alimentation durable dans ces émissions, et j'aimerais que tu nous parles un petit peu du cadre, notamment le cadre de l'ONU sur lequel on a déjà eu en fait une émission de radio. Que dit l'ONU alors en termes d'alimentation durable ? Tout à fait. Donc, comme vous savez déjà dû en parler, donc l'ONU, l'organisme des Nations Unies, donc qui regroupe 193 pays. Donc, en septembre 2015, il y a eu 17 objectifs de développement durable, les ODD. Donc, ils sont à l'horizon 2030. Donc, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler, des 17. Et là, on va se concentrer ce soir sur 2 objectifs. L'objectif 2, il s'agit d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir l'agriculture durable dans tous les pays mondiaux de l'ONU. Donc alors d'ici à 2030, il s'agit de doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires. Il s'agit également d'assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre les pratiques agricoles alternatives, donc pour préserver nos écosystèmes, le climat. Et donc d'ici 2030, il s'agit également de préserver la diversité génétique des semences pour maintenir certaines espèces qui peuvent être en voie de disparition, que ce soit animales ou végétales. Il s'agit de relancer les investissements dans les infrastructures rurales. Donc on va rechercher des partenariats pour les agriculteurs dans les technologies agricoles et les banques de semences également. Il s'agit d'adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des marchés denrées alimentaires et des produits dérivés afin de faciliter donc l'accès rapide à des produits bio issus de circuits courts. On va en parler dans des initiatives locales. Et les agriculteurs et les institutions ne sont pas les seuls moteurs dans cette transition. Il y a également les consommateurs. Alors du coup, je vous propose tout simplement, je vous avais parlé de 3 approches. Il y en a une qui est intéressante et qui nous concerne assez directement. Alors autant nous autour de cette table-là, mais tous ceux qui écoutent, donc pour nos éditeurs, je vous propose de commencer à parler d'alimentation durable du côté des consommateurs. On se rend compte qu'il y a beaucoup de changements aujourd'hui, notamment en France, au niveau des tendances de consommation. Est-ce que Clémence, tu veux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors c'est vrai que d'après ce qu'on a dit, en fait, on se rend compte que concilier en fait tous ces impératifs, c'est complexe, mais néanmoins en fait les consommateurs ont une véritable volonté en fait de quête de sens, de s'impliquer en fait dans leur manière de consommer, notamment dans leurs achats alimentaires. Ils recherchent notamment des aliments répondant à ce qui la définition qui se font en fait de l'alimentation durable. Donc en fait, chaque consommateur va avoir son approche. Exactement. Et est-ce qu'on voit des approches se dessiner Alors d'après l'étude Ethnicity Greenflex 2016, pour 73% des Français, les individus ont un rôle important pour agir concrètement en matière de développement durable. Donc il y a un impact réel, en fait. On a vraiment cette impression qu'on peut mettre la main à la pâte et changer les choses. C'est ça. Pour 76% des Français, la consommation responsable est un moyen de s'impliquer dans le développement durable, que ce soit au niveau de la santé, pour leur bien-être en fait, et l'environnement aussi pris en compte, donc c'est l'empreinte. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus effectivement, et c'est des grands sujets de discussion qu'on peut avoir. C'est ça, c'est on voit bien que les consommateurs sont de plus en plus conscients qu'ils ont un pouvoir d'agir qui est quand même non négligeable, et que de plus en plus de personnes en fait veulent se tourner vers cette alimentation durable. Donc on l'a vu avec Adrien qui rappelait que c'est des objectifs fixés par l'Organisation mondiale
des Nations Unies, mais aussi tout un chacun peut agir là-dessus. Donc moi, ce que j'avais vu aussi sur ce qu'on pouvait présenter, on parle aussi de la dimension économique, en fait, sur une rémunération plus juste des producteurs, mais aussi d'éthique, en fait, que nos choix de consommation puissent vraiment retracer cette question de choix de consommation en conscience. Il me semble que Quentin, t'avais pu observer aussi une tendance qui se dessine. Oui, en effet, il y a un réel souci par rapport aux emballages, en fait, parce que tout simplement, ça pourrait être beaucoup plus simple de supprimer les emballages. Et les consommateurs sont pourraient être très impactés par rapport à ça. Et ce serait un déchet assez facilement évitable, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve notamment au cours des démarches zéro déchet. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent un petit peu, mais c'est vrai que limiter les emballages, c'est aussi limiter les déchets qu'on peut produire. Ophélie, quelque chose à rajouter à ce propos ? Donc par exemple, je vais prendre un peu la main. Donc au niveau de la région, on retrouve donc cette traduction des objectifs de l'ONU qui a été traduit ensuite sur la Commission européenne après traduction au niveau français, au niveau régional. Et c'est vrai que sur les grands courants au niveau régional, on retrouve cette attention toute particulière à limiter le gaspillage alimentaire en plus de moins d'emballage. Ouais, on reviendra là-dessus un petit peu après, mais c'est vrai qu'on se rend compte que en fait l'alimentation durable ne concerne pas uniquement la manière d'acheter mieux ou acheter plus local, même si c'est quand même un point important sur lequel on va insister, mais l'approche d'alimentation durable est systémique, c'est-à-dire que on a acheté local, bio chez les producteurs, mais aussi réduire la quantité de déchets qui va avec. Donc Quentin, tu nous parlais par exemple de réduire les emballages, mais il y a aussi une autre initiative qui est quand même pas mal connue, qui existe un peu partout dans le monde, qui a existé en France, qui existe encore sur certains produits, mais c'est peut-être une sorte de démocratisation, une généralisation en fait de la consigne. En fait, on pourrait tout simplement aller chez notre producteur de lait avec notre bouteille et remplir juste simplement notre lait sans forcément acheter des bouteilles emballées 2 ou 3 fois et du coup créer des emballages. Oui, en fait, oui, c'est grâce à l'article 70 de la loi relative à la transition énergétique, à la croissance verte, voilà, où ils ont en fait réalisé des expérimentations de dispositifs de consigne d'emballage. Tout simplement des circuits responsables. Oui, c'est ça. Et puis respecter en fait la hiérarchisation des déchets qui demande bien à ce que dans la hiérarchisation, donc vous avez le premier point prévention et deuxième point réemploi en fait des produits qu'on utilise si c'est possible. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, on reprend cette émission Un café l'audition autour du gaspillage alimentaire. On se posait la question de comment ça a évolué au niveau des pratiques de consommation. Et Ophélie, sur les pratiques de consommation, on discutait un petit peu de l'importance de la santé dans cette problématique. Ouais, tout à fait. La santé, c'est un autre aspect de l'alimentation durable, parce qu'il y a certains consommateurs, leur entrée dans la démarche de l'alimentation durable, ça va être une motivation liée à la santé et au bien-être. Du coup, ça va passer par une alimentation qui est dite saine, généralement avec des ingrédients naturels et la recherche de produits le moins transformés possible. Pour certains, il peut aussi s'agir de manger moins de viande et plus de protéines végétales. On se retrouve ainsi avec aussi un foisonnement de plein de labels. Ça peut être des labels bio, le label AB, agribiologie, ou alors le label de commerce équitable et label rouge qui est lui un gage de qualité. Du coup, ça fait une grande diversité de labels et les consommateurs peuvent parfois, ça peut les aider ou ça peut un peu les perdre et on peut se demander un peu où ça nous amène. Donc ça nous permet d'avoir un regard un petit peu collectif sur ces choses qui nous tiennent à cœur. Il me semble avoir vu aussi qu'en termes d'alimentation durable aujourd'hui, on se tourne un petit peu vers des pratiques plus collaboratives. Hein. Ouais, tout à fait. C'est l'approche des pratiques de l'alimentation durable collaborative. Donc il y a de plus en plus d'initiatives qui vont mettre les particuliers ensemble, en relation. Ça peut être des échanges concernant les produits alimentaires ou aussi des recettes. Donc s'échanger comment faire tel plat ou telle recette. Il y a des astuces aussi qui sont échangées pour éviter le gaspillage alimentaire. Comment on fait pour éviter de jeter, parce que c'est juste un problème de jeter énorme. Et même de consommer en fait des emballages. Toute la
toute l'initiative Famille Zéro Déchet en fait vient appuyer cette démarche-là. C'est comment faire, moi en tant que citoyen, pour consommer plus sainement, d'accord, mais également pour que les produits que je consomme contiennent le moins d'emballage possible. Alors ça nous donne un petit peu des exemples ou bien des initiatives qui peuvent inspirer nos auditeurs. Est-ce qu'on a d'autres initiatives près de chez nous qu'on pourrait retrouver ? Ça fait partie des initiatives pour acheter directement des produits aux producteurs ou avec des circuits les plus courts possibles. Il y a l'exemple de La Meute, qui est une coopérative alimentaire qui fonctionne uniquement avec des bénévoles. Donc les personnes qui vont bénéficier des produits de cette coopérative sont aussi ceux qui vont aller chercher les produits, établir le réseau des producteurs, aller les servir dans le local. Et les produits sont locaux, donc ça permet de soutenir les producteurs du coin, et ça se trouve à Grasse. Il y a aussi l'association végétarienne de France qui fait régulièrement des ateliers cuisine. Donc où on peut s'échanger des recettes et apprendre à faire, et c'est de la sensibilisation en même temps qu'un petit repas assez sympa et plein de liens sociaux. Et sur donc je reviens un petit peu sur cette attention particulière au niveau des producteurs. On en parlait très doucement tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le commerce équitable et local ? Voilà, justement sur le commerce équitable, c'est en fait pour les consommateurs, en fait le volet économique, c'est en fait c'est viser à la rémunération plus juste des producteurs. Comme exemple vraiment concret qu'on peut avoir, c'est la maison du commerce équitable à Montsartou, où effectivement on a une partie sensibilisation. Qu'est-ce que tu as pu repérer encore comme initiative près d'ici ? Sinon, ce sont les AMAP, c'est les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ici, ce sont le groupement des AMAP de Provence, composé de consommateurs qui deviennent en partenaire d'une ferme. C'est un engagement contractuel qui permet aux paysans d'assurer à l'avance la commercialisation de ces produits et pour le consommateur d'obtenir un panier de produits de la ferme. Alors là, on parle de consommer autrement, et moi j'ai cru voir aussi sur les tendances qui se dessinent, donc le fait qu'il y a effectivement de moins en moins de gaspillage alimentaire. Il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là, mais quelque chose qui ressort aussi, c'est en plus de cette attention toute particulière aux producteurs, on a aussi beaucoup plus de solidarité. Il y a une loi qui a été votée en février 2016, donc relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, consiste à réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l'horizon 2025. Donc les priorités pour cela, donc c'est de faire un maximum de prévention, d'utiliser les invendus propres pour la consommation humaine. Et donc pour cela, il y a donc des actions. Il y a la cueillette solidaire. Donc c'est une action qui consiste à venir récolter la production des arbres fruitiers dans les jardins des particuliers et qui s'occuperaient pas forcément bien de leur cueillette. Donc ça c'est effectivement, j'ai un cerisier dans mon jardin, j'ai pas forcément le temps de m'en occuper, et ce sont des structures à chaque fois qui vont permettre ça. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, on retrouve à notre émission, donc un café l'audition. On parlait alimentation durable. Oui, en fait on présentait sous l'angle en fait du consommateur quel type d'action il pourrait mener en fait pour tendre vers cette alimentation durable que tout le monde recherche. Donc on a cité un certain nombre d'initiatives locales et internationales, mais même locales, pour bien montrer qu'en fait c'est pas quelque chose qui est fait uniquement par les personnes qui vivent en métropole ou autre, mais que tout un chacun, où qu'il soit sur le territoire, puisse concourir à ça. Et donc dans ces différentes initiatives, donc on a parlé de La Meute, on a parlé des épiceries solidaires, on peut également citer JVS, donc qui est Jardin de la Vallée de la Sienne, qui est en fait un chantier d'insertion, donc chantier destiné aux personnes professionnellement fragiles, qui propose une activité en fait de maraîchage de saison en mode via une culture bio. Et donc du coup qui propose des paniers, notamment des paniers solidaires. Oui, voilà, et des paniers en fait l'idée c'est vraiment de permettre à tout un chacun, malgré ses revenus en fait, de pouvoir consommer le plus bio possible, et en fait vous avez différents prix suivant les personnes, leur catégorie sociale, et qui peuvent bénéficier de tout ça. Donc on a beaucoup d'initiatives, et notamment des initiatives citoyennes sur lesquelles vous pouvez aussi vous engager ou bien pour enseigner. Voilà, et en fait on voit bien que l'alimentation durable, c'est bien une action qui concerne l'ensemble des acteurs, et que tout le monde peut vraiment agir à son niveau.
Donc en plus des différentes que je vais pas renommer, mais à travers les différentes actions qu'on peut mener sur la réduction des déchets, sur acheter le local, etc. On voit aussi que les institutions de l'international jusqu'au local s'intéressent en fait à cette problématique-là et essaient de l'inclure à sa manière dans leur programme. Donc on a vu au début avec Adrien ce que proposait l'Organisation des Nations Unies. L'Europe propose un certain nombre de directives dans ce sens-là, les collectivités locales et également la région. Où Ophélie peut peut-être nous en dire un petit mot parce qu'elle a vu des petites choses intéressantes là-dessus. Oui, dans la région PACA, l'approche de l'alimentation durable passe surtout par la baisse du gaspillage, notamment dans les restaurations collectives et dès la source aussi, donc chez les producteurs. Cette traduction elle est passée donc de l'ONU à la traduction nationale puis à celle de la région. Donc ça peut être vu comme une réduction de l'approche de l'alimentation durable à juste l'idée de réduire le gaspillage alimentaire, mais c'est déjà quelque chose d'important et c'est l'axe que la région a choisi de prendre. Alors du coup, on a vu l'approche par les consommateurs. Bilal, tu nous disais tout type d'acteurs. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur les producteurs. Comment ça se passe du coup au niveau de l'agriculture durable du côté des producteurs ? Oui, tout à fait. Donc là, on a bien vu que les consommateurs peuvent agir à leur niveau, mais que tout ça, eh bien on sait tous, tout ça a un coût. Et donc, d'un point de vue producteur, on peut déjà, moi, je pense que ce qui pourrait être important, c'est de parler des états généraux de l'alimentation qui sont en train de se passer en France. En fait, qui est vraiment, on est vraiment en plein cœur, puisque les rapports sont sortis tout récemment, et puis un certain nombre d'ateliers en fait vont être déroulés d'ici la fin de l'année autour de cette initiative. En fait, si vous voulez, la France part d'un constat très alarmant malheureusement, c'est que aujourd'hui on a un agriculteur qui se suicide à peu près tous les 48 heures, essentiellement à cause de raisons financières, puisque 20% en fait nos agriculteurs sont en déficit et 30% d'entre eux ont un salaire qui est inférieur à 350 €, ce qui est absolument inimaginable, alors qu'ils comptent pas leurs heures, c'est-à-dire qu'ils sont pas aux 35 heures. Voilà. Et donc l'idée, c'est que l'idée du gouvernement en fait, c'est de prendre en compte donc ce constat qui est quand même assez alarmant, en plus de la concurrence plus ou moins loyale qui existe voilà au niveau international et européen. L'idée, c'était vraiment de faire des ateliers avec les différents producteurs pour justement remettre au devant de la scène le prix vraiment de revient de cette alimentation, de cette production d'alimentation des agriculteurs, et qu'on arrête en fait leur approche, c'est dire qu'on arrête de focaliser sur le prix de vente et donc sur l'approche du consommateur, puisqu'on ne tient pas suffisamment compte des contraintes techniques de l'agriculteur, et d'essayer de trouver un prix qui soit le plus juste, le plus équilibré. Ça c'est pour les états généraux. Après moi je dis quand même un petit point de vigilance. On se rend compte qu'en réalité dans ces ateliers c'est essentiellement les grands producteurs qui sont là. On a les grands distributeurs aussi qui nous disent mais attention, si vous montez les prix, eh bien ça va se répercuter sur le consommateur jusqu'à 15-20%, alors qu'on met pas en question le fait que aujourd'hui le bio, il y a un certain nombre d'associations de consommateurs qui nous disent attention en fait, attention, puisque il semblerait que les producteurs se fassent une marge de près de 60% en fait sur ce qui est quand même assez extraordinaire sur la vente de produits, bio. Et donc ce qu'on remarque aussi dans ces ateliers, c'est qu'ils vont remettre en question le fait de redonner en fait un prix plus juste aux agriculteurs, sans forcément se remettre en question eux-mêmes, de dire bon, peut-être nous on pourrait jouer sur nos marges, les baisser un petit peu pour que l'agriculteur puisse en vivre. Voilà pour ce qui en est en fait des états généraux. Donc ça montre bien que l'alimentation durable est vraiment au cœur du sujet de société, et en particulier au niveau national. Mais il y a quand même, malgré les petites questions qu'on peut se poser là-dessus, on a quand même des agriculteurs qui se posent la question de comment peut-on produire tout en respectant les écosystèmes naturels. Tout à fait. Et donc le lien qui est entre l'agriculture et l'environnement, il va se traduire par les chiffres, donc de manière significative. Donc il faut savoir que notre alimentation est responsable de près de 40%
les émissions de gaz à effet de serre qui sont en partie responsables du réchauffement climatique. Et nos choix alimentaires de l'organisation du système d'approvisionnement donc contribuent à près de 40% de notre empreinte écologique. Alors c'était 22% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans l'agriculture intensive, il y a près de 30% des cultures de légumes qui ne sont pas récoltées car ils n'atteignent pas les standards souhaités. Donc il y a un vrai questionnement en fait aussi des pratiques agricoles aujourd'hui. Par contre, effectivement, c'est justement la porte ouverte pour se re-questionner sur ce que pourrait être une agriculture durable. Donc quelque chose qui serait plus effectivement respectueux des écosystèmes. On a plusieurs dimensions en fait. On a cette question effectivement environnementale, mais pas seulement. En fait, on reprend les grandes lignes du développement durable. Hein. On voit bien que pour avoir une agriculture durable, il faut prendre en compte certes la viabilité économique, mais bien faire attention à ce que ce soit pas l'alpha et l'oméga. Mais on doit également prendre en compte la protection de l'environnement et proposer des activités qui soient assez saines, qui utilisent le moins de phytosanitaires, etc. Et également l'équité sociale en assurant un partage des richesses, comme je disais tout à l'heure, des droits à produire et de pouvoir prendre des décisions, que ce soit pas toujours les grands groupes qui décident et qui aient le dernier mot, mais aussi la transmissibilité des exploitations, le maintien de l'emploi agricole qui malheureusement en souffre beaucoup aujourd'hui. Alors du coup, pour si vous voulez plus d'informations, il existe déjà des solutions et il existe aussi des personnes qui peuvent répondre à vos questions et pourquoi pas si vous voulez mettre la main à la pâte, il existe des initiatives locales. Est-ce que Quentin t'en as repéré pour nous ? Donc par exemple en termes de permaculture, donc ça c'est un thème qui revient assez souvent. Oui, je peux vous proposer les Jardins du Loup qui sont situés vers les Gorges du Loup, à côté de Tourette. Et en fait, c'est une association qui permet en fait de faire des formations où il y a de nombreuses activités sur justement la permaculture et l'agroécologie. Donc en fait, ils ont pour but de produire, mais surtout de garder un jardin sur toute l'année et de transférer aussi des savoir-faire, des connaissances. Sur cette question, donc on se posait aussi la question de la terre, et sur cette question de l'accès à la terre, peut-être que tu as quelque chose à nous conseiller. Donc j'avais une petite idée derrière la tête. Je pensais surtout en fait à Terre de Liens, qui est une structure qui sanctuarise en fait les terres agricoles pour en faire des terrains bio. Donc ça c'est une initiative sur lequel chacun peut se renseigner. Il s'agit de quelque chose de vraiment très intéressant et qui peut avoir un réel pouvoir transformatif. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur. On finit cette discussion autour de l'alimentation durable. Donc on a vu deux approches, l'approche par le consommateur et l'approche par le producteur. Alors bien sûr, il y a énormément à dire. On n'abordera pas forcément tout ce soir, mais il y a un point qui me semble très important. On parle de deux types d'acteurs différents et si on coopérait en fait. Quelle serait l'idée ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le faire ensemble pour trouver des solutions ? Bilal, est-ce que tu as une petite idée ? Oui, il y a différentes manières de faire. C'est vrai que faut essayer d'éviter d'avoir les consommateurs d'un côté et les producteurs de l'autre. On peut par exemple parler des systèmes alimentaires territorialisés. En fait, si je reprends la définition de Jean-Louis Rastoin, qui a écrit ça en 2015, un système alimentaire territorialisé, c'est un ensemble cohérent et à gouvernance participative territoriale composé de filières agroalimentaires durables localisées dans un espace géographique de dimension régionale. En fait, l'idée, c'est de vraiment faire en sorte que l'ensemble des acteurs du territoire puissent participer à ce projet d'alimentation sur le territoire et qui, chose qu'on connaît bien nous chez Valeco et Tetris en général, de manière systémique, puisque on balaye vraiment l'ensemble du procédé, donc de la production en passant par la chaîne agroalimentaire et en terminant en fait par la consommation. C'est vraiment arrêter de voir les choses par silo et voir ça comme un ensemble complexe, certes, mais qui réagit les uns avec les autres, un petit peu comme ce qui se passe dans les écosystèmes naturels. Donc avec effectivement faire participer le plus grand nombre à ce genre d'initiative, c'est vrai que là on a une piste super intéressante. Oui. Emilio, t'as repéré une autre piste sur le faire ensemble, sur les coopérations ? Oui, bien sûr. On peut parler, par exemple, des circuits courts qui existent en France depuis un petit moment. C'est un système. Déjà, le circuit court n'est pas à ne pas confondre avec les circuits courts locaux, parce que les circuits courts simples
peuvent traverser toute la France, alors que les circuits courts locaux. On fait un tout petit point sur ce que c'est un circuit court. Un circuit court, c'est effectivement qu'on a le producteur et le consommateur et qu'il y a un minimum d'intermédiaires entre les deux. Donc la plupart du temps, c'est un lien direct ou bien à la rigueur avec un interlocuteur. Et c'est là où effectivement tu nous dis que les productions, tout ce qui est alimentaire peut traverser le monde entier. Je peux très bien acheter des bananes à l'autre bout du monde directement du producteur. Ça n'en fait pas forcément un circuit court local. Et c'est cette notion-là qui fait toute la différence. Voilà, c'est bien ça. Et nous pouvons prendre aussi l'exemple que maintenant, dans l'agriculture, beaucoup d'agriculteurs en fait vendent sur des circuits courts. C'est 25% du commerce de l'agriculture. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose c'est plus qu'un début, je pense. Donc c'est très encourageant. Je vous propose alors effectivement donc on a énormément à dire sur ces thématiques-là. Un sujet passionnant qu'on peut malheureusement qu'aborder rapidement, mais le temps court. Le temps court. On va bientôt rendre l'antenne. Mais pour continuer ces discussions-là, tout simplement, donc il se passe beaucoup de choses cette semaine. Vous avez pu entendre sur les informations régionales, et je pense que Clémence va pouvoir nous refaire un petit check. Si vous voulez continuer sur ces sujets-là, que faire, où aller pour en parler et pour s'engager? Tout d'abord, déjà ce soir, il y a une projection échange qui a lieu dans le cadre du festival alimentaire. Donc on peut retrouver rendez-vous au 23 août de la Marigarde au niveau du tout nouveau café interassociatif, le Commun Café. Donc de quoi ça parle? Convivial. Et une autre projection a lieu le 23 novembre à 20h aussi. Donc autour d'une projection qui s'appelle Nourrir une métropole. Donc des projections, débats qui promettent. Ce que je vous propose aussi, c'est effectivement, donc demain, il se passe quelque chose d'assez costaud. Vous avez pu entendre parler déjà sur les annonces tout à l'heure. Clémence, tu nous présentes ça un petit peu? Donc demain, dans le cadre du mois de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, donc on vous a présenté déjà beaucoup d'initiatives. Demain, il se passe quelque chose de quand même assez chouette au niveau de la Roquette-sur-Siagne. On vous propose des tables rondes sur les différentes formes d'économie de la transition, où on retrouvera effectivement 4 grands thèmes, et dont le thème de l'alimentation durable. Mais c'est pas tout. Aussi au niveau de la transition énergétique, donc les déplacements, les économies, tout ce qui est autour de la production d'énergie, des bâtiments durables, mais aussi un thème autour du tourisme durable et le 4e autour de la gestion des déchets. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de faire intervenir tout type d'acteurs sur le territoire et de pouvoir en discuter ensemble. Donc vraiment, je vous invite demain à partir de 13h30 au niveau de la Roquette-sur-Siagne pour ce mois de l'économie sociale et solidaire, de nous rejoindre justement sur ces tables rondes pour discuter alimentation durable. Donc je vous souhaite une excellente soirée sur Agora Côte d'Azur. C'était l'association Eva Leco pour Un Café l'Audition. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.